dernière étape, enfin avant-dernière étape, pardon, les outils sérologiques et la RT-PCR, et puis finalement les données de l'histologie conventionnelle, quels sont les éléments qui peuvent nous donner un petit peu de piste sur agrémenter cette présomption de péritonite infectieuse féline. Donc les anticorps, je ne vais pas révolutionner les choses, vous le savez, c'est une très bonne sensibilité, il y a seulement 10% des chats PIF, probablement essentiellement des chats à PIF humides, qui sont positifs en anticorps. Ça a une spécificité et évidemment une valeur prédictive positive moyenne, et là j'invite quand même à considérer le fait qu'il y a un recouvrement de titres sérologiques entre des chats sains et des chats excréteurs chroniques, entre des chats malades pardon, et des chats excréteurs chroniques. Et il peut y avoir vraiment des hautes valeurs sur des chats d'élevage qui excrètent du coronavirus entérique en grande quantité. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'intérêt réel à aller doser les anticorps dans l'épanchement. Il n'y a pas plus d'intérêt de faire les anticorps dans l'épanchement par rapport aux anticorps sériques. Donc, ce n'est pas en tout cas une analyse que je vous conseille. Si jamais vous êtes dans une situation de faible suspicion où votre résultat il est négatif, probablement que vous pouvez mettre la PIF de côté. Néanmoins, on est souvent dans une situation de suspicion avec cette maladie. Si vous avez un résultat négatif et une forte suspicion, il vous faut d'autres examens. Et si vous avez un résultat positif, quel que soit votre degré de suspicion, eh bien, il faut effectivement agrémenter avec d'autres examens sanguins, cliniques, paracliniques évidemment. Mais il faut aussi remettre en contexte hein, l'origine du chat et notamment sa présence dans une densité animale. La RT-PCR, ben, jusqu'à présent, on disait que la sensibilité est imparfaite parce que faible charge, parce que dégradation de l'ARN et donc ARN relativement sensible. On va voir sur les études récentes, là, sur les 3 dernières années, qu'on a quand même une sensibilité qui est très satisfaisante, quel que soit le prélèvement qu'on utilise. Donc évidemment qu'on n'utilise pas le sang ni les selles. Pourquoi le sang, finalement, même dans des situations de PIF, la concentration, enfin la charge virale circulante sanguine est plutôt faible. Ça signifie que la sensibilité de la PCR sur sang, elle est plutôt pas très intéressante. Et pourquoi pas une PCR sur sel? Ben, finalement, jusqu'à présent, on disait que les péritonites infectieuses félines n'excrétaient plus de virus. Et donc, bah, ce postulat-là, il est un petit peu remis en question maintenant. Il s'avère que les péritonites infectieuses félines excrètent du coronavirus, qu'il soit muté ou qu'il soit pas muté. Et encore une fois, hein, de détecter du coronavirus dans les selles, ça ne prouve uniquement qu'une excrétion fécale et ça peut être très clairement du virus non muté. Donc, sang et sel à oublier, à privilégier évidemment l'épanchement, l'humeur aqueuse, le liquide cérébrospinal, éventuellement des cytoaspirations à l'aiguille fine, on va voir lesquelles, et éventuellement des biopsies. Donc juste, j'avais promis de faire vraiment une actualité diagnostique. On a 3 études vraiment récentes sur les 3 dernières années. Cette première qui vous démontre effectivement la RT-PCR dans un épanchement sur des chats avec PIF ou sans PIF. Je vous mets les populations entre 20 et 23 chats, vous voyez, dans la population contrôle. On a une sensibilité de la RT-PCR qui est quand même relativement excellente, hein, 85%. C'est évident qu'une RT-PCR négative sur épanchement ne l'exclut pas, mais encore une fois, c'est quand même quelque chose qu'on observe avec fréquence. La spécificité, elle est entre 90 et 100%. Il faut prendre les choses avec précaution. Tout dépend évidemment de l'inclusion des groupes contrôle. Est-ce que ce sont des groupes contrôle qui ressemblaient véritablement à des PIF ou est-ce que ce sont des chassins? Là, en l'occurrence, ce n'était pas des chassins, mais il faut prendre cet élément-là en considération, évidemment. Et puis surtout, est-ce que la PIF a été clairement bien démontrée avec une immunohistochimie, hein, c'est le critère d'inclusion. J'ai une question qui, y a-t-il un intérêt à faire des sérocorona pour rechercher les excréteurs en élevage? On va y venir dans la partie prévention. En effet, c'est ce qui est recommandé actuellement, d'aller rechercher effectivement les séropositifs et les excréteurs, donc de faire des examens couplés à la fois sur sel et à la fois sur sang. Et quels examens pourraient chercher les excréteurs? On va y venir, du coup, j'ai répondu en partie à cette question. Autre prélèvement possible, eh bien, le liquide cérébrospinal. Dans une situation, et je trouvais cette étude intéressante, dans une situation où je n'ai pas de troubles neurologiques, je peux avoir une bonne sensibilité quand même de ma RT-PCR sur mon liquide cérébrospinal. La sensibilité, elle est moins que 85%, elle doit être de l'ordre de 65 à peu près. Mais ça signifie que sur un animal qui n'a pas de signe neurologique, je peux quand même aller prélever du liquide cérébrospinal pour augmenter mes chances de trouver au moins une
PCR positive. Donc là, pareil, c'est des petites études, 5 versus 15 chats qui n'ont pas la PIF, avec des signes neurologiques assez similaires ou des signes oculaires assez similaires et une spécificité qui est quand même très, très, très intéressante. Donc, le diagnostic par PCR, petite question, lors de la forme sèche, ne se fait que par biopsie. Non, on y vient justement, sur une forme sèche. Ces études prouvent là qu'une PCR sur le liquide cérébrospinal peut être quand même pris avec confiance pour effectivement suspecter très fortement une PIF. On est sur des spécificités qui dépassent 95% des cas, donc on est effectivement assez serein, mais dans la démarche synthétique que je vous proposerai, probablement que d'avoir plusieurs prélèvements pour augmenter nos chances d'une multiplicité de positivité sur les PCR, probablement que c'est la démarche la plus conseillable aujourd'hui. Donc pour certains, ça voudrait dire effectivement référer. Là, effectivement, on parle de l'épanchement, je vous montre les études qui sont publiées, on parle de l'épanchement, on parle du liquide cérébrospinal, et il y a une étude qui effectivement cherche, je ne vous l'ai pas montré ici, mais la RT-PCR sur les ganglions, qui montre qu'on a à peu près les mêmes idées. Néanmoins, cette étude sur les ganglions, c'était dans des situations effectivement de pif sèche, sans qu'il y ait effectivement d'épanchement. C'est délicat parce que cette étude-là faisait vraiment état de chats en autopsie avec des cytoaspirations per autopsie. Donc la validité de cette technique-là en antémortem sur des chats qui ne présentent pas d'adénomégalie, je ne la connais pas. Mais probablement, effectivement, c'est intéressant d'essayer de multiplier des prélèvements qui ne sont pas invasifs, comme la cytoaspiration d'un ganglion, du foie, de la rate ou éventuellement du granulome intestinal. Cette étude qui date maintenant, mais qui est toujours dans nos têtes, pour justement se rappeler qu'une RT-PCR au niveau des tissus n'est pas 100% spécifique, et ça on le sait depuis cette étude de 2006, qui montre effectivement que sur des chats sains, je peux détecter du coronavirus, que ce soit sur la rate, sur la moelle osseuse ou sur éventuellement les ganglions, même si la charge virale est plus faible évidemment que dans les situations de PIF, on peut détecter en petite quantité du coronavirus, on va dire non PIF, dans des localisations un petit peu à distance du tube digestif.